Nous avions laissé Raffaello amoureux et confortablement installé dans son Palazzo Caprini. Mais un événement inattendu allait entacher son bonheur presque insouciant et assombrir l'ensemble de la chrétienté avant la fin de l'année 1517. Le 31 octobre précisément, un théologien, outré depuis son séjour à Rome en 1511, placarda ses 95 thèses sur les portes de la Schlosskirche de Wittenberg, réclamant une réforme de l'Église. Citons 3 d'entre elles afin d'avoir un aperçu de leur contenu. La 48e. Il faut enseigner aux chrétiens que le pape ayant plus besoin de prières que d'argent demande en distribuant des indulgences plutôt de ferventes prières que de l'argent. Mais Luther n'est pas dupe, il sait que c'est avec l'argent des indulgences que le pape finance la reconstruction de la basilique. La thèse suivante est donc particulièrement virulente. Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait voir la basilica réduite en cendres plutôt qu'édifier avec la chair, le sang, les os de ses brebis. Enfin, je trouve que la 45e thèse a un écho primordial. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. Les reproches du moine trouvèrent des échos et alimentèrent les critiques sur la vie dépravée de la cour pontificale. Certes, le pape n'était pas un guerrier comme son prédécesseur, mais en tant que fils de Laurent le Magnifique, il avait conservé son goût pour les loisirs princiers, la chasse, la nourriture, la boisson. La nouvelle mit du temps à parvenir jusqu'en Italie, mais l'une des premières réactions de ce grand protecteur des arts qu'était Léon X fut de lancer un nouveau chantier dont le programme devait réaffirmer la piété de son entourage pour que le doute n'y soit pas semé. C'est pourquoi la longue galerie bordant le Cortile di San Damaso et conduisant aux stanze devait être entièrement décorée, et qui, de plus prestigieux que Raffaello, pouvait s'en acquitter aussi rapidement? En plus d'avoir dirigé les appartements du cardinal Bibbiena au 3e étage, l'artiste devait aussi s'occuper des premiers niveaux de cette partie du palais. Ils sont nommés les loges du Vatican, mais l'on retient surtout cette loggia di Raffaello au second niveau. Vous vous doutez que le maître eut encore recours à son atelier. Cependant, il est allé plus loin. Bien que fournissant toujours les dessins, il désigna la personne tout indiquée après lui pour en superviser l'exécution. Giulio Pippi. Raffaello est donc à peine intervenu sur ses fresques. La loggia possède 3 décors, si l'on peut dire. Le premier se situe au plafond. Il peut se constituer d'un très impressionnant maillage contenant des figures d'anges, mais certaines sections sont au contraire des prolongements de l'espace qui ouvrent sur le ciel. Les épisodes tirés de la Bible occupent le second niveau de lecture, raison pour laquelle cette galerie est parfois appelée la Bible de Raffaello. Nous y notons, pour certaines scènes, un très fort réemploi des cartons pour les tapisseries de la Cappella Sistina. Il est donc fort probable que les élèves de Raffaello aient eu plus d'indépendance qu'on veut le croire. Et cela se ressent dans certains coloris vraiment très glacés et acides. Enfin, le 3e type de décoration est tout simplement l'ornementation antiquisante omniprésente, faite de rinceaux végétaux parcourant les parois, habitée par des animaux, qui encadrent des médaillons, des petites architectures, ainsi que des figures qualifiées de grotesques. De rechef, ce sont des réminiscences de la villa de l'empereur Néron. Au cours de ce chantier, il faut notamment souligner l'entrée du jeune Perino d'Alvaga dans l'atelier, ainsi que l'affirmation d'un modeste assistant chargé de tenir le bol de chaux, qui a pourtant réussi à se distinguer. Son nom est Polidoro da Caravaggio, et ses capacités lui permirent de remanier le décor sous les lunettes des stanze. Il s'agissait auparavant de marqueteries, comme celles que l'on a pu voir dans le studiolo de Frédéric de Gonzague à Urbino, mais elles furent donc remplacées par les grisailles actuelles, imitant la sculpture. Il semble que la Loggia di Psicchi fut dévoilée dans les derniers jours de 1517, car dans sa lettre datée du 1er janvier 1518 et adressée à son ami Michelangelo, Leonardo Selaio la juge indigne d'un grand artiste. Raffaello n'a hélas pas l'occasion de se défendre contre ses adversaires. Pendant que ses disciples étaient réaffectés à la décoration de la Loggia du Palatium Apostolicum, lui se recentra exclusivement sur son activité de portraitiste. Tout d'abord pour le compte de ce cardinal dont l'identité reste obscure. De nombreux noms ont pourtant été avancés, comme Innocenzo Scibo, Francesco Alidozzi ou encore Giulio de Medici. Pour ma part, je privilégie l'hypothèse de Scaramuccia Trivulzio, créé cardinal au cours de cette année 1517. Le portrait doit beaucoup à celui du cardinal Bibbiena, mais en dépit de leur ressemblance, comme le bras gauche accoudé à l'extrémité inférieure du cadre, l'habit de ce jeune cardinal ne présente pas des plis aussi tourmentés que celui de son homologue. Les volumes ne sont pas non plus sculptés avec une lumière aussi exacerbée, bien que la chape conserve une certaine intensité. Le reste des portraits qu'il exécuta est lié au contexte politique.
Vous vous en souvenez, à l'issue de la bataille de Marignan, les dirigeants respectifs du royaume de France et des États pontificaux s'étaient rencontrés. Le traité de Viterbe, signé au mois d'octobre 1516, prévoyait un mariage redéfinissant le jeu des alliances militaires du moment. Un mariage qui devait nécessairement se faire entre deux de leurs parents, Madeleine de la Tour d'Auvergne et Laurent de Médicis. C'est en février 1518, alors que toute tentative de reconquête du duché d'Urbino par Francesco Maria della Rovere a été repoussée, que Raffaello s'acquitta du portrait du futur époux. Et le 13, le dit tableau fut expédié en France. Mais il n'y a pas que le mariage qui devait être couvert par les services, pourrait-on dire, de Raffaello. Étant l'artiste le plus célèbre de Rome et le plus excellent de son temps, il a naturellement été choisi par le pape pour réaliser toute une série de cadeaux diplomatiques extrêmement importants, puisque liés à la protection des États pontificaux par les troupes françaises. L'urgence l'a poussé à délaisser ses autres projets pour mener à bien les trois principaux d'entre eux. La grande sainte famille de François Ier et le grand Saint-Michel pour le roi, ainsi qu'une sainte Marguerite pour que la sœur de celui-ci ne soit pas en reste. Par lequel de ces tableaux allons-nous commencer ? La grande sainte famille, non, ne me remerciez pas, dite de François Ier, est très éloignée, si vous vous souvenez, des premières œuvres de Raffaello sur le sujet. Même si l'on retrouve quelques poses, un enfant assez vigoureux et surtout cette douceur dans les visages, les points communs s'arrêtent là. Les saintes familles de la période romaine de Raffaello sont beaucoup plus peuplées et donc plus déséquilibrées dans leur composition. Néanmoins, ceci n'est pas un défaut. La grande sainte famille est en quelque sorte l'aboutissement des recherches initiées par la Vierge au diadème bleu. Progressivement, Raffaello a repoussé ces groupes dans l'espace pictural. Cette distanciation est la clé qui leur a conféré une apparence monumentale. Mais une autre actrice est à prendre en considération. Cette luminosité nettement plus puissante, qui octroie au protagoniste une certaine grandeur, une majesté si vous préférez. Le dessin, aussi imprégné des formes michelangelesques, a son importance, mais Raffaello s'appuie également sur les nombreuses madones qui sortent de son atelier, majoritairement exécutées par Gianfrancesco Penni et Giulio Pippi, qui y insufflent leur propre manière de peindre. En parallèle de la grande sainte famille de François Ier, il ne faut pas non plus oublier que c'est d'ailleurs l'atelier qui se chargea de l'exécution de nombreux tableaux destinés à récompenser certains cardinaux et proches de Léon X pour leurs actions bénéfiques à l'alliance avec le royaume de France. La petite Sainte Famille et Saint Jean-Baptiste au désert, qui ont été exécutés à partir de 1516, sont allés au cardinal Adrien Gouffier de Boissy. Le second, Saint Jean-Baptiste au désert, était destiné au cardinal Pompeo Colonna, qui l'offrit à son tour au médecin Jacopo da Carpi. Le tableau surnommé au XVIIe siècle la Perla échut au comte Ludovico Canossa. Quant à la Visitation, elle fut commandée pour Marino Brancantonio par son fils, le chambellan de Léon X, qui était chargé de l'éléphant à nonne, Giovanni Branconio dell'Aquila, et était destiné pour la chapelle familiale dans la Chiesa di San Silvestro à l'Aquila. Le grand Saint-Michel est ainsi nommé pour faire la distinction avec celui qui a été peint 13 ou 15 ans plus tôt, et l'on comprend pourquoi. Raffaello renoue donc avec le thème chevaleresque qui lui a valu ses premiers grands succès sur la scène artistique avant son séjour en Toscane. Depuis longtemps, ce n'est plus le jeune peintre qui s'aperçoit de ses lacunes à Florence, mais un artiste confirmé et aguerri qui ne cesse jamais d'innover. Pourtant, il est intéressant de voir que, malgré son parcours, il n'a jamais cessé de puiser son inspiration chez les autres. La pose du saint nous permet en effet de remonter plus loin que le petit Saint-Michel et cet élément de la prédelle de la crucifixion Gavari. Par exemple, jusqu'à ce retable entrepris par l'artiste qui était venu remplacer Giovanni Santi à la cour d'Urbino alors qu'il était encore enfant. Le travail des muscles, la dislocation du corps du démon et la grande sérénité du saint en font une œuvre spectaculaire qui ne manqua pas de devenir, sous Louis XIV, l'un des emblèmes de la monarchie absolue de droit divin. La Sainte Marguerite surplombe elle aussi une créature difforme. Il existe en vérité deux versions de ce tableau. Celle qui a été offerte à Marguerite d'Angoulême, et qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre, a énormément souffert, en plus d'avoir été repeinte à de nombreuses occasions. Tandis que celle du Kunsthistorisches Museum de Vienne, en Autriche, nous apporte plus de précision sur sa filiation, très facile à suivre dans le corpus de Raffaello, de la charité dans la prédelle du retable Baglioni, aux Madones Colonna, Bridgewater, etc. Ces renvois à des œuvres antérieures s'expliquent par la facilité à ne pas concevoir entièrement une nouvelle composition, comme le faisait Perugino. Et bien évidemment par le fait que les membres de l'atelier disposaient déjà de modèles sur lesquels s'appuyer pour réaliser les parties secondaires. Il dirige encore le portrait de Jeanne d'Aragon d'après le dessin que l'un de ses élèves a tiré de la séance de pose avec le modèle. Le 30 avril, Raffaello s'autorise à participer aux festivités qui se déroulent dans les nouvelles écuries de la Villa Chigi, où le banquier reçoit la cour papale et où l'on mène grand train.
Mais ceci n'empêcha pas les tableaux d'être terminés au mois de mai. Le pape décide leur acheminement en France par voie de terre et un assistant de l'atelier est désigné pour accompagner le convoi afin de réparer les éventuels accidents susceptibles de survenir au cours de ce voyage chaotique à travers les Alpes. Le 2 mai se tiennent les noces de Laurent de Médicis avec Madeleine de la Tour d'Auvergne. Les célébrations ont été organisées entre autres par Leonardo da Vinci et les époux restent en France jusqu'à leur départ le 26 juin. Très pressé, Raffaello donne le même mois sa charge de rédacteur des Brefs apostoliques à son cousin Girolamo Vagnini. À leur retour, il doit en effet livrer le portrait de Léon X pour les festivités qui doivent se tenir à Florence, où la mère de Laurent organise un banquet somptueux. Ce tableau, comme vous le voyez, est inspiré par le portrait de Tommaso Inghirami et a nécessité la pose du pape en personne, comme le révèle ce dessin préparatoire. En juillet, Sebastiano Veneziano annonce à Michelangelo que sa résurrection de Lazare est presque achevée, tandis que Raffaello n'a toujours pas commencé sa transfiguration. C'est que l'artiste est littéralement débordé et repousse autant que faire se peut l'échéance. Il doit, entre autres, reprendre les travaux délaissés pour réaliser les nombreux tableaux pour la France, sans oublier ses activités diverses. Il tente par exemple d'acquérir une statue antique de la collection de Gabriele de Rozzi, mais conformément aux volontés du défunt, celle-ci est léguée par ses héritiers au Palais des Conservateurs. Fait rare à cette période de sa carrière, il travaille lui-même et presque seul à un tableau aux dimensions modestes pour lequel il avait reçu un acompte de 8 ducats d'or bien plus tôt, en mai 1510. Vasari le vit plus tard chez un certain comte nommé Vincenzo Ercolani à Bologne, et le décrit ainsi. Un tableautin à petite figure, et non moins rare et beau dans sa petitesse que d'autres de ses œuvres dans leur grandeur. La vision d'Ézéchiel occupe donc à bien des égards une place à part dans le corpus de Raffaello. En plus de donner au registre céleste une importance inhabituelle au sein de la composition, l'œuvre est bien plus impressionnante qu'elle n'y paraît au premier abord. J'ai très envie d'en parler, mais si vous voulez que je la détaille un jour, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et la cloche. En août 1518, tandis qu'à Nantes les tableaux sont présentés à François Ier, les travaux titanesques de la Villa Madama débutent. Le complexe doit comprendre un théâtre, une cour monumentale cerclée par des appartements d'hiver et des appartements d'été, des jardins en terrasse, des écuries colossales et même un hippodrome. Le décor intérieur, lui, est élaboré sur les mêmes principes qui ont guidé les loges du Palatium Apostolicum. Mais ce n'est pas tout, puisque Giovanni Battista Brancogno dell'Aquila a acquis une parcelle le long de la Via Alessandrina et confie la construction de son palais à Raffaello. Malgré toutes ces charges supplémentaires, le portrait du pape orne bel et bien le banquet tenu à Florence en septembre. Et Raffaello n'oublie pas d'envoyer à Alphonse Ier d'Este le carton du Saint-Michel, pour se faire pardonner de n'avoir toujours pas réalisé la chasse de Méléagre. En décembre, ce dernier lui réclame aussi le carton du portrait de Jeanne d'Aragon qu'il a vu à Paris. Raffaello le lui accorde en février 1519. La pression est de plus en plus soutenue, ses commanditaires nombreux et son champ d'action très large. Il participe notamment à un nouveau concours pour la reconstruction de l'église des Florentins. Plus qu'architecte, il se fit urbaniste en élaborant, avec Antonio da Sangallo le Jeune, son second sur le chantier de la Basilica, l'intersection de la Via Leonina et de la Via Flaminia, réaménagent ensemble la Piazza del Popolo, pendant qu'en janvier 1519, le médecin du pape vend au neveu de celui-ci le palais que Raffaello avait fait pour lui dans le Borgo. En février, Marco Fabio Kallio achève la traduction en italien du De Architectura de Vitruvius pour Raffaello, et ce dernier corrige certains passages tout en l'annotant de commentaires. Cette entreprise éditoriale prouve que tout ce que fait l'artiste, y compris ses loisirs personnels et intellectuels avec son groupe d'amis, devient public en un sens. Raffaello atteint ici et concrétise une logique de production totale. Dans le même temps, il signe la première scénographie en perspective pour la comédie I Suppositi, dont la représentation a lieu dans les appartements du pape en mars. Le 13e jour du mois d'avril naît la fille de Laurent de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, elle se nomme Catherine de Médicis. Cependant, ses parents décèdent tour à tour le 28 avril et le 4 mai. Entre-temps, Leonardo da Vinci a également rendu son dernier souffle à Amboise, précisément un an après la célébration de leur mariage, tandis que François Ier célébrait encore la naissance de son second fils, le futur roi Henri II, qui épousera Catherine de Médicis. Castiglione, maintenant au service des Gonzaga, revient à Rome le 26 mai afin d'acquérir des dessins de Michelangelo et de Raffaello. De ce dernier, il envoie un projet pour la tombe du père de son protecteur. Le 28 juin, Charles Ier de Habsbourg est élu empereur du Saint-Empire romain germanique au détriment de François Ier. Succédant à son grand-père, il devient ainsi
Charles Quint. Au mois de juillet 1519, les 3 premières tapisseries des Actes des Apôtres parviennent à Rome. Un obélisque est exhumé près du mausolée d'Auguste et Raffaello préconise de l'installer sur la Piazza San Simon Kefas tout en concevant un vaste programme dont le but est de relever les édifices de Rome. Le 28, Agostino Chigi épouse sa promise, Francesca Ordeaschi, et c'est le pape qui célèbre leur union, à laquelle assiste Raffaello. En octobre, des échafaudages sont installés dans la salle du banquet pour commencer à préparer la surface des murs à l'application des fresques. Et le 27 décembre 1519, Marcantonio Michiel nous informe que l'étage sous la loggia di Raffaello est achevé. Ces jours-ci, on a terminé la loggia inférieure du palais. Elle est ornée de feuillages, de grotesques et autres motifs analogues, exécutés assez grossièrement et en visant à l'économie, bien qu'ils fassent de l'effet. Mais dans la loggia placée juste au-dessus se trouvent des peintures d'un grand prix et d'une grâce parfaite, exécutées d'après le dessin de Raffaello. Si cette loggia inférieure apparaît décevante comparée à la Bible de Raffaello, c'est sans doute parce que ni l'artiste ni Giulio Pippi n'ont dirigé ce projet, mais un autre élève. Raffaello est surtout préoccupé par la commande de Giulio de Medici qui doit l'opposer à Michelangelo par l'intermédiaire de Sebastiano Venetiano. Or, en décembre, la résurrection de Lazare de ce dernier est enfin exposée au Vatican. L'homme de paille de Michelangelo avait retardé le plus possible sa présentation pour que son concurrent ne puisse pas s'en inspirer ou la contrer efficacement. Le duo a en plus profité de ses obligations officielles pour poursuivre leur opposition contre ses peintures, comme la Visitation. Le temps presse pour l'artiste qui doit se débarrasser de cette commande d'une transfiguration qui le gêne comme une véritable épine depuis presque 3 ans. Le thème a cependant déjà été traité par Michelangelo et Veneziano dans la Cappella Borgherini. Raffaello doit proposer une alternative à cette fresque et surtout quelque chose de plus grandiose. Il peut s'appuyer sur l'exemple de son ancien maître, Perugino, mais aussi sur sa grande culture visuelle qui inclut des artistes comme Lorenzo Lotto, Albrecht Dürer, sur lequel il s'est déjà appuyé pour réaliser Lo Spasimo di Sicilia, et Tiziano. De même, il réutilise le Christ de la dispute du Saint-Sacrement auquel il doit le début de sa gloire romaine, ainsi que la superposition des registres terrestres et célestes qu'il exploite depuis ses premières commandes, tout en prenant bien soin de respecter inlassablement la leçon de Leonardo, désormais disparu. Hélas, le portrait que Raimondi grave à cette période ne nous rassure pas. Visiblement, l'artiste est à bout, emmitouflé dans une épaisse couverture au pied d'un tableau encore vierge. L'autoportrait qu'il fait avec un ami est le dernier qu'il nous a laissé. Nous le voyons barbu et le visage un peu pâle, des cernes plus marquées et le regard presque éteint. Son ami, parfois vu comme Giovanni Battista Brancogno dell'Aquila, est plus souvent identifié comme l'un de ses meilleurs élèves, soit Polidoro da Caravaggio, soit Giulio Pippi. Il pose en tout cas sa main sur l'épaule gauche d'un artiste issu de son école. La relève est assurée. Il a encore le temps de vouloir abandonner son palais pour en construire un nouveau sur la Via Giulia, avec un confort et une organisation accrue, de voir les premières salles de la Villa Madama s'ériger et d'y diriger la décoration des voûtes, mais il est exténué. Alors que la nièce du cardinal Bibbiena, Maria, qu'il était censé épouser, meurt en mars, son état empire. Il a le temps de voir ses proches, mais la fièvre ne le quitte pas. Elle s'accentue et le prend finalement le 6 avril 1520. C'est là, sous la voûte à caissons du dôme du Pantheum Agrippae, ce bâtiment antique qu'il admirait tant, que sa dépouille est placée. Ainsi finit la vie de Solomon Grundy. C'était pas le texte, ça? Ainsi s'achève la vie de Raffaello Sanzio. Mais ce n'est pas encore complètement fini. Je vous donne rendez-vous pour l'ultime épisode de cette série, où nous parlerons de son héritage. Alors à très bientôt, et prenez soin de vous.